Salut à tous, ici Regan, et aujourd'hui nous nous retrouvons à nouveau comme d'habitude pour faire une vidéo sur les deux derniers épisodes de Wakfu qui sont sortis ce vendredi. Et comme d'habitude nous allons voir les péripéties des personnages, chacun de leur côté, et donc nous allons commencer par la famille Perceval. Donc dans ces deux épisodes nous avons les Perceval qui sont occupés à régler les affaires familiales, notamment avec Madagascar donc, qui nous explique finalement son lore, pourquoi il a été absent pendant 20 ans, tout simplement parce que c'était un assassin qui était dans un clan qui s'appelle donc les Murmures si je me trompe pas, et donc qui était un assassin très compétent dont sa famille ou même le clan entier dispose de certains pouvoirs. Lui en l'occurrence c'est d'avoir une ouïe tout simplement exceptionnelle, surtout qu'il est aveugle, donc il a développé cette capacité. Il nous explique donc qu'à la naissance de Cléophée, sa femme lui a fait jurer de donner à ses filles une vie normale, de ne pas devenir des assassins comme lui dans ce clan, et donc c'est ce qu'il a fait, il a promis à sa femme de tenir cette parole. Et donc il s'est exilé pendant 20 ans, donc il s'est rendu à la nation de Brakmar, et s'est exilé donc pendant 20 années, en laissant ses filles au roi Sadida qui lui devait une dette, donc c'est ce qui explique pourquoi Évangéline est proche d'Amalia et pourquoi il est si lié au royaume Sadida. Et donc évidemment cette explication ça ne plaît pas du tout à Évangéline, qui du coup, dès la première phrase, c'est « je suis un assassin », donc forcément, quand tu croises ton père pour la première fois et qu'il te dit « j'ai tué des gens », bon bah ça passe pas très bien, quoi. Donc du coup, à la fin de son explication, il lui ordonne de quitter la maison, ce qui plaît pas trop à Flopin, parce que Flopin, c'est la première fois qu'il crase son grand-père qui en plus est un Kra très puissant, donc du coup ça change de sa sœur et de son père qui sont exceptionnels en étant des Yop. Et c'est d'ailleurs pourquoi dans ces épisodes il fuguera de la maison en expliquant à sa famille que tout simplement il se sent comme vraiment la dernière roue du carrosse, quoi. C'est-à-dire que t'as Tristepin qui est un dieu, tu as Eleli qui est une demi-déesse qui est tout le temps mise en avant, et c'est le cas, c'est l'enfant de Tristepin Évangéline le plus mis en avant. Tu as Évangéline qui est une personne exceptionnelle, qui est une membre de la confrérie du Tofu, protectrice de la reine Sadida. Et enfin, tu as Pain, le petit bébé qui est né il y a quelques semaines, qui a déjà la puissance d'un dieu et qui sait déjà marcher sur ses deux guiboles. Donc Flopin, il se sent vraiment inutile, nul dans cette famille, et c'est pourquoi il va rejoindre son grand-père pour pouvoir apprendre des trucs, vu que lui, vraiment, il a un niveau incroyable. Il peut lui offrir des capacités pour être au niveau de la famille, pour pouvoir être moins inutile. Et moi j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça parce que Flopin effectivement c'est l'enfant le moins mis en avant. Vraiment Flopin on s'en fiche. Je veux dire, c'est dans son nom, Flopin c'est un flop. Je regrette un peu cette vanne, désolé. Donc Flopin, voilà, toujours mis derrière Eleli, qui est vraiment l'enfant star de la famille Perceval. Moi j'ai beaucoup aimé qu'il ait pris cette décision, parce que ça pourrait mettre enfin Flopin en évidence, et aussi par la même occasion peut-être de rattraper, comme il a dit à son grand-père, écoute, moi tu m'aides à devenir plus fort, et en faisant ça, Évangéline va te voir d'un bon oeil, donc c'est donnant-donnant, quoi. Donc voilà, du côté des Perceval, voilà, ça se fait assez rapidement, et ils sont encore centrés sur la famille. À voir d'ici les prochains épisodes ce qu'ils vont en faire, parce que on l'a vu dans le trailer, Tristepin il va venir se batailler, même Goultar aussi, donc à voir quand est-ce qu'ils vont s'impliquer dans l'histoire, parce que pour le moment c'est vraiment centré sur leur famille, ce qui n'est pas plus mal en plus, vu la dernière saison qu'ils sont tapés, s'ils peuvent un peu se caler tranquille, on leur veut pas trop. Et donc maintenant on va pouvoir tout simplement faire un tir groupé sur les héliotropes, parce que tout tourne autour d'eux, ils sont tous en groupe, Amalia elle est avec eux, donc voilà. C'est plus comme avant où t'avais Ruel et Amalia et tout ça, etc. Maintenant voilà, c'est Tristepin et les héliotropes. Donc voilà, les héliotropes, donc dans ces épisodes, ils sont à la recherche des portails menant au Nécromonde. Et d'ailleurs dès que ça commence avec cet épisode en disant qu'Adamai a découvert un portail similaire à des portails héliotropes quand il a affronté les Nécromes dans le royaume de Lance-Dure. Et donc dans ces épisodes il y a beaucoup de tensions avec Kilby, parce qu'évidemment s'il y a des portails de style héliotrope qui mènent au Nécromonde, ils vont direct penser à Kilby, parce que Kilby, la seule personne qui à ce jour a mis un portail pour faire une invasion du monde des 12, c'est bien Kilby, dans la saison 2, c'est ce qu'il a fait avec le royaume de Roshu. Mais effectivement, comme il le répète plusieurs fois dans l'épisode, et moi je le crois là-dessus, c'est qu'il ne peut pas être responsable de ça, tout simplement parce que
pour faire des portails sur le monde du Nécromonde. Déjà, il y en a plusieurs dans le monde des 12, donc il faut des capacités particulières, il faut quand même avoir une assez grande puissance pour faire plusieurs portails de quand même grande taille. Il faut avoir déjà eu des contacts avec les Nécromes, chose que Killby n'a pas pu faire parce qu'il a passé ses 8 dernières années dans la dimension blanche, qu'il a été libéré par la grande déesse, qu'il n'a pas pu s'enfuir en Tsum Tsum sans avoir la déesse qui vient lui parler. Les Nécromes, ils viennent d'apparaître il y a quelques jours, du coup, dans la temporalité de la saison 4, ils viennent d'arriver il y a quelques jours, quoi. Donc, et en plus, il a besoin d'Eliacube pour le faire. Et je rappelle que dans la saison 2, pour faire le portail de Rouchou, déjà le portail il était énorme, de la taille de l'île, et il lui a fallu quand même quelques semaines à plusieurs mois pour faire le portail. Donc voilà, personnellement je pense pas du tout que ce soit Killby qui a pu faire ces portails, et je voudrais pas qu'ils aient la solution de la facilité parce qu'il a pas pu le faire. Mais dans ces épisodes donc Hugo ne veut pas entendre ça, et il cherche des noises à Killby vraiment à tout va, et c'est ce qui leur a donné un petit affrontement du coup qui était vraiment cool. Moi j'aime beaucoup la relation qu'ils ont entre les deux frères là, l'éternelle haine, ou Hugo qui devient un peu trop nerveux. Le combat qui était stylé, très bien animé, bien vertigineux dans les nuages, tout ça, etc. Mais par contre, voilà, faut le dire, Hugo, à part les boss finaux, bah, il fait pas grand chose contre les autres ennemis, quoi. Si c'est pas le dernier combat de saison, Hugo il fait rien, il se fait toujours défoncer. Je veux dire, Killby, forme de base, un bras en moins, sans l'Eliacube, il a défoncé Hugo. Hein. Ok, je veux bien qu'il ait eu le sort de bracelet là, de Wakfu de la déesse Héliatrope, sachant que Hugo lui aussi il en a eu un de bracelet. C'est pas normal que Hugo il se fasse déboîter par Killby comme ça. Hein. Donc voilà, Hugo c'est simple. S'il se bat pas contre Nox en fin de saison, s'il se bat pas contre Killby en fin de saison, s'il se bat pas contre Oropo en fin de saison, s'il se bat pas contre Grest avec les Sidefous, il fait rien. Et voilà, après s'être fait remettre les idées en place, bah écoutez, Hugo, à un moment donné, faut qu'il réfléchisse. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on a des portails qui s'ouvrent aléatoirement dans le monde? Bah on va prévenir les dirigeants, sauf que je vous donne dans le mille, qu'est-ce qui s'est passé avec les dirigeants? Bah tous les dirigeants sont des idiots finis à la pisse. Donc forcément les mecs ils arrêtent pas de dire de la merde. Vraiment on souffle avec eux. Il y a juste Armand qui est le mec le plus smart de l'équipe quoi. Donc voilà, parce qu'il disait ouais on a trouvé des portails, oui ça ressemble à des portails Héliatrope. Et du coup t'as tout le monde qui dit ouais bah du coup vous votre peuple bah c'est ciao quoi. Alors que Killby c'est le seul mec qu'on leur a dit bah frère c'est le seul fou de l'endroit genre. Nous on a rien demandé, je veux dire notre peuple il s'est fait dézinguer par ce mec, genre laissez-nous tranquille quoi, c'est lui qu'il faut insulter. Donc voilà, Armand le mec le plus intelligent du monde des 12, en tout cas du côté des dirigeants, qui les autorise donc à aller fouiller les sous-sols Sadida, et bingo, qu'est-ce qu'ils trouvent? Un portail menant au Nécromonde. Donc c'est ce qu'ils vont faire dans l'épisode 4 en fouillant, enfin rentrant dans le portail. Mais bien sûr avant de fouiller tout ça et de rentrer dans le Nécromonde, ils ont eu une petite concertation, voilà, parce que en fait dans tout l'épisode, il y a eu une atmosphère de traîtrise. D'ailleurs l'épisode 8 s'appelle Traîtrise. Donc ils se sont tous réunis pour pouvoir débattre de ok Killby, va falloir te démonter parce que bah t'as trahi, en fait t'as trahi. Sauf que non. Et c'est du coup aussi dans cette discussion qu'on apprend l'existence de Tauros Mordal. Tauros, le grand antagoniste donc de cette saison, chef des Nécromondes. Et t'as Nora donc, qui nous explique ce qu'elle a fait, que pendant des siècles elle a cherché la déesse Héliatrope sur diverses planètes. D'ailleurs faudra quand même expliquer que durant la guerre contre les méchasmes ils se sont emmerdés pour rien, à tracter quand même une montagne avec des dragons, alors que Nora et Ephraim, visiblement, ils ont slidé sur le Cosmos, ça a dérangé personne. Hein. Donc voilà, les mecs ils se sont embêtés pour rien. Mais voilà, on a une petite animation assez sympathique et qui diffère un peu de ce qu'on a d'habitude, un peu comme on avait eu, si vous vous souvenez, l'intro de l'épisode 3-4, je sais plus, où il nous racontait l'histoire de la déesse Héliatrope. Donc voilà, une animation qui changeait un peu d'habitude. Donc on explique voilà, que Ephraim il a été battu par Tauros qui s'est sacrifié. On nous explique d'ailleurs qu'apparemment c'est impossible de pouvoir être déchronomisé, que Ephraim puisse rejoindre à nouveau son Dofus, qu'Ephraim il est définitivement vaincu. Enfin cela dit,
vu que le fonctionnement d'un Dofus, c'est il faut un frère dragon et un héliatrope, si Nora elle meurt, bah, elle pourra pas ressusciter du coup, parce qu'il faut un frère dragon pour qu'elle puisse ressusciter, elle pourra pas ressusciter tout seul. Et puis de toute façon, la déesse Héliatrope, elle a quand même dit que le monde est foutu, alors qu'on voit que dans Waven, le monde est pas détruit. Il est amoché, certes, mais il est pas détruit. Donc qu'est-ce qui l'empêche de se tromper sur Ephraim? Et voilà, donc dans ces épisodes, c'est assez ambiance traîtrise, enfin surtout traîtrise côté Killby, parce que Killby, on peut pas leur en vouloir, tout le monde le déteste pour ce qu'il a fait. On nous explique un peu qui est Tauros Mordal, les Necroms, tout ça, le danger qu'il représente. Et on a une petite ambiance enquête, sauf que à un moment donné, va falloir le faire, plonger dans les portails du Nécromonde. Et c'est ce qu'ils finissent par faire. Et ils se retrouvent donc dans le royaume de Tauros, et là on a l'apparition, enfin la deuxième apparition du coup de Tauros, vu qu'on l'avait eu en fin d'épisode 3. Et j'en ai pas parlé plus que ça, parce que l'apparition en fin d'épisode 3, on a déjà eu un extrait vidéo qui est exactement ce qu'on a eu il y a quelques mois de ça, où on a eu un extrait vidéo en musique sur l'apparition de Tauros. Donc là on va véritablement parler de sa première apparition en tant que telle, qui est ultra stylé, vraiment. Ce mec, il a un flow de fou. Il fait peur, ce mec. Il fait peur. Enfin, les passages où il est en train de leur parler comme si c'était un goûter. Les mecs, c'est vraiment un goûter. Et il apparaît, genre, vraiment, il y a juste son visage qui apparaît derrière un écran de fumée. Moi, ça m'a rappelé un truc. Ça m'a rappelé le Sadida possédé qu'on a eu avec Nox. Je sais pas si vous vous rappelez de la saison 1, le Sadida. Il me faisait super peur quand j'étais petit, lui. Quand il y a Evangeline qui se bagarre contre lui, il y a juste sa face qui apparaît sur des troncs d'arbres. Sa face, me faisait bader de ouf. Je vous jure, à 6 ans et demi, j'étais là devant mes chocs à pic, j'étais en stress. Là, ça m'a un peu rappelé ça, mais bon, voilà, maintenant je suis grand, j'ai plus peur, je suis un grand garçon. Mais voilà, je comprends que le mec fout les jetons à pas mal d'entre vous. Hein. Le mec s'oppose là quand même. L'entrée en scène de l'antagoniste, c'est vraiment parfait. Le côté ultra stressant, on arrive dans un monde inconnu, bam, qu'est-ce qui arrive? T'as le chef qui arrive directement devant nous. En plus, il se déplace de façon très... je sais pas comment dire, mais vous voyez, le mec il se dépasse comme un zombie un peu, on va dire. Il apparaît dans des écrans de fumée juste avec sa tête pour leur faire peur. T'as les autres, ils essaient de s'enfuir, bam, je te crée une tour, on va faire une arène, on va se bagarre là-dessus. En bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les Necroms qui attendent que de les becter. Adamai qui veut pas utiliser les Sidofus. Tu as Nora, Killby, Hugo, Amalia, Joris, Adamai contre un mec qui a je sais pas combien de millénaires, qui a bu je sais pas combien de millions de litres de Wakfu, qui attend que de les grailles. La fin d'épisode 8, c'est juste une immense survie. T'as Tauros qui veut se les taper, t'as Adamai qui essaye de se bagarre, mais bon en fait il veut pas utiliser les Dofus. Visiblement Adamai, pour tuer Tristepin, ça dérange absolument pas d'utiliser les Dofus. Par contre pour te battre contre les vrais problèmes, là visiblement tu repenses au sort du monde, va te faire enculer frère. Et vu qu'Adamai ne veut pas utiliser les 6 Dofus, quelle idée de génie ils ont? On va donner les Dofus à Killby. Les gars, il y avait Hugo à côté qui aurait pu potentiellement les utiliser, hein. Il a déjà fait, il aurait pu le refaire. En plus, c'est pas comme si ça pouvait mettre le monde en danger. Le monde est déjà mort là où ils sont. Il est déjà mort. Le truc, il n'y a plus un pet de Wakfu. Et vous allez les donner à Killby. Bravo, maintenant vous avez écrit un mec qui va vous la mettre bien profond. En plus, il leur donne un Dofus pour créer un portail. Et Hugo, on le sait, c'est pas la première fois il a créé une fois un portail dans les OAV. De la taille d'une montagne, hein. Donc là il aurait pu refaire l'exploit, mais c'est vrai que Killby a quand même beaucoup plus d'expérience là-dessus, c'est vrai, et en plus effectivement il lui a enfilé les Dofus pour pouvoir s'enfuir, pas pour pouvoir se battre, donc c'est sûr que créer un portail entre mondes, c'est peut-être plus intelligent de donner à Killby qu'à Hugo, donc Killby a beaucoup plus d'expérience là-dessus. Mais bon, ils auraient pu tenter avec Hugo quand même avant. Donc c'est ce qu'ils finissent par arriver. Donc Killby crée un portail, il s'enfuit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tauros, il chope le panard de Hugo. Et non, tu restes dans le Nécromonde, je vais te becter, frérot. Là, on a un plan de fin qui est juste phénoménal, où t'as Hugo qui est face à terre, qui est dos à terre, face contre Tauros.
qui est vraiment en train de le regarder en mode bah écoute frérot, je vais te sucer jusqu'à ce que t'aies plus de wakfu, genre. Et c'est le plan du stress. Donc là, bah Yugo, j'ai envie de dire, bah pas rip, parce que bah merci Tot de nous avoir spoilé qu'on va avoir Yugo adulte fin de saison. Donc, et qu'on va avoir après la saison 4 un webtoon manga /manga entre la saison 4 et la saison 5. Oui, parce que va y avoir une saison 5, les gars, c'est acté, va y avoir une saison 5. Fin épisode 8, Yugo est dans la demeure. Donc voilà, bah écoutez, j'avais envie de parler des OST, de l'animation, mais OST animation, bah écoutez, toujours aussi bon, qui a une ambiance vraiment pesante avec les Necromes. Les mecs ils ont super bien travaillé le concept des Necromes et de Tauros. L'OST fait peur, ils ont un design hyper classe, Tauros il est stylé. Il a une voix, c'est là, je sais pas comment il s'appelle, le doubleur, je le mettrai peut-être. C'est celui qui a fait Victor dans Cyberpunk. Il a une voix posée qui correspond parfaitement à Tauros. Voilà, donc j'espère futur classique. Je veux dire, Ankama, leur spécialité c'est quand même leurs antagonistes, sauf celui de la saison 3 du coup. Mais voilà, j'espère que là ils vont pouvoir enfin nous pondre un nouveau classique et j'ai hâte d'en apprendre de plus sur lui dans les prochains épisodes. Bah écoutez, je pense que la vidéo a été un peu moins longue que d'habitude. Bah surtout du fait que là dans cette vidéo j'étais un peu plus brouillon et un peu plus nerveux. Je veux dire, quand j'ai vu les épisodes j'attendais qu'une chose, c'était de vous en parler. Donc j'ai peut-être oublié des choses, j'ai oublié de parler de Ruel, mais Ruel là il a eu 10 secondes de temps d'écran pour les restos du cœur, on s'en fout quoi, on s'en fout. Mais bon bref, voilà, j'attendais juste de pouvoir parler de ça avec vous, j'attendais que ça depuis vendredi, c'était exceptionnel ce qu'on a eu encore une fois aujourd'hui, enfin vendredi du coup. Bah écoutez, on va pouvoir se laisser ici, se donner rendez-vous lundi prochain pour un nouveau débrief de ces épisodes. Bah écoutez, moi je vous laisse me dire en commentaire ce que j'ai pu oublier, parler avec moi de cet épisode, commentez, donc partagez, likez, abonnez-vous, et bah moi je vous dis à la prochaine pour des épisodes, je l'espère, encore meilleurs. Allez, ciao.